une frappe ce matin sur un immeuble résidentiel, vous la voyez, un immeuble d'habitation, c'est ainsi que c'est précisé par l'agence France-Presse, à Zaporijjia. Il y a au moins 3 morts, 6 blessés, des gens sont sous les décombres. Évidemment, donc le bilan, on va être prudent. Pour l'instant, 3 morts et effectivement des blessés. Les recherches sous les décombres, avec cette campagne de terreur par des frappes sur les populations civiles qui se poursuit, dénoncée ce matin à nouveau par le président Zelensky. Et par aussi la première dame d'ailleurs qui dit « nous ne pardonnerons pas » et son président de Mali qui dit « l'État terroriste veut faire de chacune de nos journées une journée de terreur. Mais le mal ne l'emportera pas sur notre terre. Nous chasserons tous les occupants et ils répondront de tout. » Charles Laquais, c'est un moteur chez Poutine de frapper les civils ukrainiens sans distinction, sans pitié, depuis le début de la guerre. Oui, tout à fait. Même s'il dit le contraire, même s'il affirme qu'il ne frappera pas les civils, il a évidemment détruit un certain nombre d'infrastructures en énergie. Il y a des frappes récentes absolument dramatiques. De toute façon, les missiles russes ne sont absolument pas précis. Donc de toute manière, le fait même de dire on ne frappe pas les civils, juste les infrastructures, est une ineptie en soi, parce que de toute manière, il y aura des frappes et des dégâts collatéraux. Donc oui. Et donc il va poursuivre cela jusqu'à ce qu'il soit plus au Kremlin. Oui. Il va poursuivre cette politique de terreur des civils aussi longtemps qu'il lui est possible de le faire, jusqu'à la fin de la guerre, ou jusqu'à sa défaite. Nous semble qu'il y a quand même, nous qui sommes revenus sur certains des crimes de guerre, vous le mentionnez au début de l'émission, dans tout ça, il y a une espèce de rage punitive qui s'abat sur le peuple ukrainien. Il y a des lenteurs, une incapacité à gagner sur le front purement militaire, et il y a ça, il y a cette punition collective qui est infligée à l'ensemble de la population, mais c'est quasiment, c'est pas verbalisé, c'est assumé quand même. Je veux dire, on peut même se demander, Michel, si c'est pas la réponse aux déclarations d'hier des Ukrainiens. On peut se le demander, parce que qu'ont dit les Ukrainiens hier, ils ont dit que face à la terreur hivernale que voulait imposer Poutine en frappant les infrastructures énergétiques depuis des mois, eh bien l'Ukraine avait vaincu. Parce que hier, c'était le printemps calendaire en Ukraine. Et voilà ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères. Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables. L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale. Nous étions incassables. Et c'est l'officialisation, la volonté en tout cas du gouvernement ukrainien de marquer l'échec russe par rapport à cette stratégie de terreur, de vouloir plonger dans la terreur, le froid et la nuit. Et on écoute le président Zelensky. Nous avons surmonté cet hiver. C'était une période très difficile et chaque Ukrainien a connu cette difficulté. Mais nous avons quand même pu fournir à l'Ukraine de l'électricité, de la chaleur. Oui, le risque pour le système énergétique demeure, mais les travaux sur ces systèmes se poursuivent. Voilà, c'était hier le printemps, aussi incroyable que ça puisse paraître, en Ukraine. Bonjour Laura Pouget. Merci de nous avoir rejoints. Le déluge de feu russe devait installer un blackout durable sur l'Ukraine. Oui, les Russes voulaient faire peser sur les Ukrainiens une terreur hivernale. Alors avec quel résultat? C'était leur stratégie, bombarder les installations électriques pour priver les civils d'eau, d'électricité et les faire craquer. Ils l'ont suivi, cette stratégie. On ne compte plus les fois où le pays s'est retrouvé plongé dans le noir. Exemple, le 23 novembre dernier, la photo est prise à Odessa, quand Moscou tire 70 missiles sur l'Ukraine, visant ses infrastructures énergétiques et faisant dire à Volodymyr Zelensky, qui était alors en visioconférence devant le Conseil de sécurité de l'ONU, avec des températures en dessous de zéro, plusieurs millions de gens sans fourniture d'énergie, sans chauffage et sans eau. Il s'agit évidemment d'un crime contre l'humanité. Des attaques massives et répétées, je vous le disais. Quelques dates, et ce n'est pas du tout exhaustif. Le 5 décembre, coupure dans tout le pays. Le 29 décembre, 40% de Kiev privé d'électricité.
Le 14 janvier, là aussi, des coupures et des bombardements massifs, alors que c'est censé être un jour de trêve, c'est le nouvel an orthodoxe qui était célébré en Ukraine. Et le 10 février, enfin, juste après la tournée européenne du président Volodymyr Zelensky. Alors nos équipes sur le terrain ont été tout l'hiver à la rencontre de ces civils ukrainiens, sans eau, sans chauffage, luttant pour se nourrir, pour se réchauffer et pour vivre. Il y a cette moisissure partout sur les murs, vous voyez ? On se réchauffe comme on peut. Il faut beaucoup de duvet pour dormir et plusieurs couches de vêtements. Nous vivons ainsi à cause des fréquentes frappes de la Russie sur l'Ukraine. Presque tous les jours, l'électricité est coupée. Il y a un poêle à bois à l'intérieur. On a mis 4 films plastiques sur les fenêtres, donc il ne fait pas froid. Pourquoi on devrait s'inquiéter ? C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, bien sûr. Oui, les Ukrainiens ont souffert, mais comme vous le voyez, ils n'ont pas craqué, comme le visait la stratégie russe. D'abord parce que les opérateurs se sont employés à réparer systématiquement les infrastructures. Ici, photo prise à Kramatorsk le 19 décembre dernier. Après, vous voyez qu'une canalisation a été endommagée par un bombardement. Ensuite, parce que la population a encore une fois fait preuve de résilience et d'inventivité, en installant ce qu'on appelle les lieux d'invincibilité. Un peu partout dans le pays, ce sont ces tentes où il y a du chauffage avec des générateurs et on peut venir s'abriter, boire un café ou un thé chaud, recharger ses appareils, ordinateurs et téléphones. Hier, vous l'avez dit, nous sommes entrés dans le printemps météorologique, qu'ici, des températures et un climat plus clément sur notre continent. C'est le cas aussi en Ukraine, on le voit, où les températures sont repassées dans le positif. Aujourd'hui, il fera jusqu'à 6 degrés à Kiev, par exemple, 1 degré à Kharkiv, au nord du pays, 4 degrés à Kramatorsk, au cœur du Donbass. Alors oui, les Ukrainiens ont vraisemblablement vaincu cette terreur hivernale. Et les Russes l'ont d'ailleurs peut-être compris, puisque leurs attaques sur les infrastructures se sont faites plus rares ces derniers temps. Ukrenergo, l'opérateur, a déclaré que le système électrique ukrainien n'avait pas rencontré d'avarie depuis 18 jours. Parfaite démonstration. Merci beaucoup, Laura. Et pour être tout à fait complet, on rejoint Hélène Bonnet sur place pour LCI. Hélène, vous êtes avec Charlotte Lefettet. Bonjour à vous. Pour les Ukrainiens, cette politique de la terreur russe est derrière eux. Oui, c'est même officiel, hein. Vous l'avez expliqué. Le 1er mars, c'est le premier jour du printemps. Alors, nous étions à Odessa il y a quelques mois. Je peux vous dire qu'il faisait bien plus froid qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne fait que 2 degrés. Donc, on sent ce redout. Et puis, Laura vous a cité quelques explications pour vous montrer comment les Ukrainiens avaient réussi à passer l'hiver. Nous, ce qu'on a vu au fil de nos reportages, c'est qu'ils ont su s'adapter. Il y a eu donc ces points d'investibilité, le travail des techniciens de maintenance, mais il y a aussi eu des délestages d'électricité. Vous savez, ces immeubles qui devaient partager l'électricité, certains en avaient pendant 4 heures et puis c'était le tour de l'immeuble voisin ensuite. Et les Ukrainiens, ils ont tout simplement organisé leur emploi du temps en fonction de ces plages horaires. Et puis, il y a eu également toute la solidarité entre les familles, entre les amis. Une dame à Kherson nous expliquait que plus rien ne fonctionnait chez elle. Elle était partie vivre chez sa sœur pour pouvoir passer l'hiver. Solidarité internationale également avec la livraison de générateurs, de matériel aussi pour améliorer la défense antiaérienne. C'est un point très important. On n'a pu que constater que cette défense antiaérienne, elle s'était améliorée. Et puis, les Ukrainiens également ont bénéficié d'un hiver plus doux, plus clément que ce qu'ils redoutaient. Merci beaucoup, Hélène Bonnet, en direct avec Charlotte Lefettet pour LCI. Bonne journée à vous, bon courage. Un échec russe, Claude Blanche-Maison, que signent les Ukrainiens. C'est quand même une bonne nouvelle. L'offensive militaire sur les infrastructures électriques, mais aussi sur le chauffage urbain, sur la distribution d'eau, etc., a échoué. Elle a échoué, non pas parce qu'ils n'ont pas frappé les infrastructures, mais parce que les Ukrainiens se sont montrés très habiles. Les techniciens ont réparé très rapidement, et surtout la population a fait preuve d'une très grande inventivité et d'une très grande résilience. Par conséquent, c'est un échec complet. Incidemment, je voudrais dire que le court-métrage qui avait été montré par la télévision russe, montrant Paris, Londres et Berlin sous la glace, on pourrait le sortir. On peut le renvoyer avec le salut du récipiendaire, n'est-ce pas? Parce que là aussi, c'est un second échec. Donc tout a échoué. Mais vous avez raison, la terreur mise en échec en Ukraine et en Europe. Et chez nous. Et en Europe.
Vera. Et en fait, effectivement, même les propagandistes russes, hier, ils ont accepté que c'est un échec. Ça m'a beaucoup frappé parce que cette déclaration a été faite en prime time le soir dans une émission très connue menée par Olga Skabeyeva. C'est une propagandiste la plus peut-être hallucinante de la Russie. Il y avait un des propagandistes qui a dit que nous devons accepter que le général Hiver, comme on l'appelait, en russe on dit général Gel, général Maros, il a échoué. En fait, on n'a pas pu terroriser, on n'a pas pu faire plier ni les Ukrainiens ni les Occidentaux. Il a avoué ça. Et par ailleurs, il a souligné que c'est le seul général qu'on peut critiquer en Russie. Les autres, c'est mieux d'éviter. Mais qu'est-ce que ça nous montre, cet aveu? À mon avis, tout d'abord que c'était leur intention. C'était intentionnel ce qu'ils faisaient. Ils voulaient vraiment faire peur aux Ukrainiens, même leur presque terroriser avec ce froid. Et après, ça montre que la déception est à telle ampleur qu'ils n'arrivent pas à le passer sous silence, même à la télé. Parce qu'il y a, entre les propagandistes, il y a ceux qui sont très cyniques, qui font leur travail en ayant les villas à Lac de Com, etc. Mais il y a ceux qui croient. Qui vraiment, ils sont déçus et dont la déception devient de plus en plus en fait forte et évidente dans Poutine, dans cette guerre et en gros dans tout ce que en fait fait le Kremlin aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils peuvent exprimer leur déception de façon très directe, sans craindre des représailles? À mon avis, il a pris un risque. Je voyais les réactions des autres. Il ne savait pas quoi répondre. Cet extrait, il est assez en fait, impressionnant. On va essayer de le retrouver parce que c'est très intéressant. Donc, il ne savait pas comment réagir. C'était quelque chose que d'un côté était évident, donc il fallait l'accepter. C'est le 1er mars. Et d'ailleurs, je voulais aussi commenter ça. Parce qu'effectivement, en Russie, peut-être en Europe de l'Est, le printemps commence le 1er mars. Malgré le fait juste météorologique, ça continue à être froid. Mais les Russes comptent le 1er mars, c'est le printemps. Le 1er juin, c'est l'été. Le 1er septembre, c'est l'automne. Le 1er décembre, c'est l'hiver. Et moi, j'ai découvert en France que c'est pas partagé par tout le monde. Ah bah non, pas ici. En mars, c'est pas le printemps. Donc les Ukrainiens aussi. Mais Vera, il y a une coïncidence cette année entre le calendrier. L'Ukraine est soumise aussi au réchauffement climatique parce que je crois qu'ils n'ont jamais eu des températures aussi élevées à cette date-là. Mais quand même, là, ça correspond effectivement à un réchauffement. Vous étiez là, il y a quelques jours en Ukraine, il faisait moins 15, moins 10. Oui, ça a changé très vite. Et là, vous avez vu tout à l'heure le tableau des températures. Général, ça change tout aussi. Alors, tant mieux pour les Ukrainiens, la terreur hivernale, c'est un échec russe, c'est une victoire ukrainienne. Mais sur le terrain militaire, c'est compliqué. C'est une nouvelle donne aussi sur le terrain, la météo. Le dégel. Bien sûr, ça a des conséquences. Ça a des conséquences réelles. Le fait que les terres vont probablement dégeler bien plus rapidement que ce qu'on l'observe d'habitude va naturellement modifier les plans de campagne que préparent l'un et l'autre belligérants. Je ne parle pas seulement des Ukrainiens, ça a un impact réel sur la manœuvre offensive et la manœuvre défensive, et les impacts sont très significatifs en ce qui concerne la logistique. Tout ce qui est... la boue abat je dis toujours que nos armées ne sont pas des armées sur coussin d'air, c'est que le terrain est absolument le plus important. Nous n'avons pas d'armée sur coussin d'air, ça existe sur les consoles de jeux vidéo, mais ça n'existe pas dans la réalité. Voilà, c'est ça la réalité. C'est vrai que les forces que vous voyez à l'écran, ces chars ou ces véhicules de transport de troupes, sont moins sujets à des difficultés du fait d'un terrain difficilement praticable. En revanche, tout le ravitaillement logistique, qui est absolument fondamental, l'essence, les pièces pour dépanner, tout simplement la capacité à intervenir sur un engin, ça, c'est impacté de façon gigantesque par la météo. Un phénomène bien connu en Ukraine, la Rasputitsa, c'est-à-dire cette période qui dure 2 mois et pendant laquelle c'est très difficile de manœuvrer. De manœuvrer, effectivement. Ça risque peut-être finalement aussi de retarder, on parlait tout à l'heure d'une possible contre-offensive ukrainienne qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines, mais ces 2 mois qui vont être difficiles et très peu praticables vont peut-être finalement retarder aussi finalement une contre-offensive ukrainienne. Est-ce que vous pensez, pour revenir à la frappe sur Zaporijjia, que ça peut être une réponse rapide, impulsive de Poutine à la déclaration de victoire sur l'hiver des Ukrainiens ? Il répond avec les armes dont il dispose, c'est-à-dire des bombes. C'est un aveu d'impuissance, en tout cas. Je pense qu'il y a un côté punitif, mais aussi un côté aveu d'impuissance. Souvent, et d'ailleurs, il y a eu des réponses et des frappes après des déclarations et des Dnipro. Enfin, on peut se demander effectivement si
ça pourrait bien aussi être une réponse aux frappes des drones ukrainiens en territoire russe. Parce que là aussi, toujours la télévision, la première chaîne, qui est quand même formidable, de la télévision russe, hier s'est déchaîné sur le fait que l'État russe soit pas foutu d'arrêter un drone qui est à 100 km de Moscou. Comment est-ce qu'un drone ukrainien a pu arriver à 100 km de Moscou? C'est quand même un échec total. Et effectivement, Soloviev, le célèbre Soloviev, autre propagandiste de la télé russe, c'est payer directement le Kremlin en faisant 10 minutes sur ce sujet. Ils sont très énervés, hein, les propagandistes, là, entre eux, la fin de la terreur hivernale. Que finalement, ils finissent pas de convaincus par leur propre propagande et véritablement ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas que la défense aérienne russe n'ait pas pu empêcher ces drones. Et il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui est arrivé à 100 km de Moscou, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu 6 dans la journée de mardi. Et certains ont atteint des réserves d'essence. Et effectivement, ça crée une insécurité sur le territoire russe. Et je pense que ça prépare aussi un autre sujet par rapport à la retraite de Bakhmout. C'est-à-dire que le président Zelensky pourra faire comprendre que parallèlement à cette retraite tactique, eh bien, il crée l'insécurité sur le territoire russe. Pour finir, Michel, vous vouliez dire un mot. Les critiques d'ailleurs sont souvent tellement vives qu'il y a de nouveaux décrets qui sont en préparation, qui devraient entrer en vigueur le 14 mars, si je ne m'abuse, donc très très bientôt, renforçant les peines contre ceux qui critiquent excessivement l'état-major et l'institution militaire. Donc vous voyez qu'il y a aussi des tensions de leur côté. Parfois, ça va un peu loin. Sur les frappes sur les immeubles, effectivement, il peut y avoir cet aspect-là, en revanche. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter. Voilà. C'est pas parce que l'hiver s'arrête que c'est ce genre de dégâts qui ne sont pas collatéraux, qui sont intentionnels, en fait. Ça ne va pas s'arrêter. Continuer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Scott. On vous laisse repartir en Ukraine ou pas, en tout cas sur le terrain. On apprécie toujours vos reportages, évidemment. Merci beaucoup, Charles Laquet, rédacteur en chef du service Monde à l'Express. On le rappelle, numéro spécial de l'Express, consacré d'ailleurs aux couleurs, ça n'a échappé à personne, de l'Ukraine, jaune et bleu, avec un dossier passionnant, très complet, des analyses.